RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet. Bonsoir. Notre invité ce soir est Ramayad. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme, puis au sport, sous Nicolas Sarkozy et François Fillon. Ramayad, donc candidate à l'élection présidentielle sous le slogan la France qui ose. Il faut dire que vous avez souvent osé dans votre vie, et personnelle et politique. Vous avez été la seule à protester contre la venue de Kadhafi en France lorsque vous étiez ministre, alors que tous s'étaient cachés sous le tapis. Vous avez osé dire non à Sarkozy lorsqu'il vous a demandé de vous présenter aux européennes. On vous a traité d'arrogante et de princesse. Vous répondez que c'est votre caractère, l'indépendance d'esprit et l'exigence. Et on peut rajouter un peu frondeuse un mot à la mode. Vous n'êtes pas dupe d'avoir été instrumentalisée comme femme de la diversité. Vous l'écrivez d'ailleurs dans ce petit livre à l'instant de basculer aux éditions du Net. Vous faites comme beaucoup un constat et des propositions, on va en parler, mais dans ce petit livre, vous écrivez que votre démarche n'est pas une candidature de témoignage ni d'ego. Alors, candidate pour dire quoi de plus? On vous posera la question avec Véronique, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, l'actualité, c'est la Syrie. Aujourd'hui, avec l'État islamique donc, qui a repris Palmyre et surtout Alep, qui est sur le point d'être reprise par le régime syrien, mais au prix de massacres et d'une catastrophe humanitaire. Alors, que dit l'ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme? En attendant votre réponse, nous allons entendre Bernard Cazeneuve, c'était cet après-midi, le Premier ministre, lors de son discours de politique générale. C'est là-dessus qu'il a commencé. Et au nom du gouvernement de la France, et j'en suis sûr, en votre nom à tous, je dénonce l'horreur de ces massacres et j'affirme que ceux qui les ont perpétrés auront à en rendre compte devant la communauté internationale. À vous, avec vous, je sais qu'ils connaîtront le jugement sévère de l'histoire. Véronique. Face aux martyrs d'Alep, la France appelle à une réunion urgente du Conseil de sécurité. Est-ce que la communauté internationale doit et peut imposer ce corridor humanitaire pour permettre aux 120 000 habitants piégés de quitter la zone des combats? C'est une nécessité, mais je crois surtout que ce Conseil de sécurité devrait demander des comptes à Vladimir Poutine. Ce que je veux dire, c'est la priorité, les comptes à Vladimir Poutine, avant de sortir les habitants d'Alep piégés pour que cesse justement cette hécatombe. On connaît l'origine de cette situation. On sait comment on en est arrivé là. Et je crois aujourd'hui qu'il y a clairement, ce n'est pas peut-être, comme l'a dit le Premier ministre, des crimes contre l'humanité. Et la manière dont nous avons jusqu'ici abordé cette crise, cette tragédie, n'est pas du tout à la hauteur. En s'associant avec deux États que nous considérions encore comme adversaires il y a encore quelques mois, la Russie et l'Iran, nous avons privilégié le sauvetage de Bachar el-Assad. C'est tout. Or, Bachar el-Assad, c'est le boucher de Damas. C'est 300 000 morts sur la conscience. C'est 5 millions de Syriens à l'extérieur. C'est une population de 21 millions d'habitants, 11 millions sont à la rue. C'est une situation absolument apocalyptique. Et je crois que dans cette situation-là, on arrête l'escalade à travers cette alliance sans condition passée avec ces deux États qui, aujourd'hui, ne combattent pas l'État islamique, mais s'évertuent à maintenir Assad au pouvoir. Alors, en n'intervenant pas au moment de l'attaque chimique en 2013, est-ce qu'Obama, dans le fond, a laissé ces crimes impunis et laissé les clés à la fois à Bachar el-Assad pour faire ce qu'il voulait et à la fois à Vladimir Poutine? Je crois que cette reddition d'août 2013 a été un tournant capital dans ce drame. Et là, il faut d'ailleurs rendre hommage au président français François Hollande qui avait tout fait
pour convaincre le président Obama de s'engager à ses côtés. Nous avons fait preuve, quand je dis nous, c'est la communauté internationale, de lâcheté. On a fait la même erreur que lorsqu'il y a eu le printemps arabe. On a soupçonné que derrière les révolutionnaires ou des rebelles ou des démocrates, qu'il y ait des islamistes. Donc on a préféré les abandonner et fermer les yeux. Et résultat, c'est toujours les islamistes ou les extrémistes qui prennent le pouvoir. Et je crois aujourd'hui que le choix n'était pas entre Assad ou l'État islamique. Ce n'est pas un choix. On a choisi Il y en a un qui est pire que l'autre. On a choisi Assad sur ce motif-là, parce qu'il y en a un qui est pire que l'autre. Vous imaginez, c'est un choix, ça? Et au milieu, une population civile martyrisée. Moi, je crois qu'il y avait une troisième voie. C'était celle, justement, des rebelles, des démocrates, de ceux qui ne voulaient ni de l'État islamique, ni de Bachar el-Assad. Et c'est cela qu'on a laissé tomber. Et c'est Munich puissance 100 ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, la mort en direct sur les réseaux sociaux, devrait faire honte à ceux qui sont à l'origine de cette histoire-là. Bachar el-Assad devra un jour répondre de ses crimes contre son propre peuple. Il devra être traîné devant une cour internationale. Je le souhaite profondément, c'est comme pour le colonel Kadhafi. Je pense que ces hommes-là doivent répondre de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Et est-ce qu'il y a une impuissance de la communauté internationale? Vous connaissez bien l'Afrique. Plusieurs pays ont quitté la Cour pénale internationale parce qu'ils considéraient, dans le fond, qu'il y avait une justice à deux vitesses. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des crimes impunis? Pourquoi, effectivement, la Syrie n'est pas traduite, Bachar el-Assad n'est pas traduit devant la Cour pénale internationale? Est-ce que vous souhaitez que ça arrive? Parce qu'il est protégé. Il est protégé par l'Iran et par la Russie qui veulent le maintenir sur place. Il est protégé par notre impuissance, à nous autres occidentaux qui n'avons pas eu... Impuissance ou des robades plutôt, parce que voilà. Des robades, impuissance, renoncement, retrait, les mots ne manquent pas pour qualifier ce qui est au fond de la lâcheté. Et effectivement, nous devrons en répondre au niveau de l'histoire. En attendant, il y a urgence effectivement à installer des corridors humanitaires, à ce que ces agressions cessent et que finalement nous organisions, parce que pendant longtemps on a vu juste l'aspect migratoire. On a juste vu les Syriens qui arrivaient. On a vu Calais, on a vu Lampedusa. Mais il faut savoir que il y a eu un problème par rapport à ces réfugiés, leur accueil, etc. Mais on n'a jamais vraiment concentrer les opinions publiques en Europe, l'attention sur l'origine de la crise. Parce que nous avons effectivement joué avec le feu, nous avons déstabilisé un Moyen-Orient aux équilibres fragiles, nous avons remis même en cause des frontières qui dataient des années 20, des accords Sykes-Picot, et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Et le résultat, c'est que effectivement, c'est la population civile qui, aujourd'hui, le paye au prix fort. Comment vous avez jugé justement la démarche de ces trois parlementaires français, Cécile Duflot, Hervé Mariton, Patrick Menucci, qui se sont rendus bien jusqu'à la frontière, ils ont été arrêtés à la frontière turque, pour justement faire un peu de bruit et hâter peut-être la mise en place de ce corridor humanitaire. Est-ce que ça sert à quelque chose, ce genre d'acte symbolique? D'autant qu'ils ont été refoulés à la frontière turque, oui. C'est les pieds nickelés un peu? Oui, non, mais s'ils veulent témoigner, s'ils peuvent témoigner, pourquoi pas. Mais je ne sais pas ce qu'ils pensaient. Entrer dans Alep, c'est... mais au-delà du coup de com', est-ce que ça a le mérite d'attirer l'attention sur le drame qui est en train de se jouer? C'est important de témoigner, c'est important de tirer la sonnette d'alarme. Vous savez, les relations internationales ont changé. On n'est plus au temps où finalement elles étaient régies par des États simplement. Les États se sont embourbés dans différentes guerres, de l'Afghanistan à la Libye. Aujourd'hui, les nouveaux... les lanceurs d'alerte que sont les ONG, les opinions publiques, les médias, les militants des droits de l'homme, les parlementaires qui se rendent à la frontière, participent aussi à l'édification de relations internationales nouvelles. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Maintenant, quel est le degré de préparation de cela? J'espère qu'elle était tout simplement sincère. Quand on va reparler de politique française, et par ce biais, vous avez dit que François Fillon était le petit télégraphiste de Poutine. À l'époque, on entendait François Mitterrand dire le petit télégraphiste de Moscou en parlant de Valéry Giscard d'Estaing. C'est une critique, bien sûr, pour François Fillon sur son regard un peu... on va dire, plutôt amène sur le président russe? Qui a depuis plusieurs années, là, et ça s'est accéléré ces derniers mois,
une série de responsables politiques français qui ont pris fait et cause pour Vladimir Poutine, très soudainement, plaidant pour ses combats, pour ses positions. Moi, je trouve que il est tout à fait noble pour un responsable politique, surtout français, de ne pas accepter l'abaissement de la France ou de son autorité morale par rapport à ces super grandes puissances, comme par exemple les États-Unis. Mais il ne s'agit pas non plus d'interchanger avec la Russie de Vladimir Poutine. Je n'ai aucune confiance en lui, d'abord parce que la situation des droits de l'homme en Russie n'est pas fiable. D'abord, ensuite parce que sur le front de l'Europe de l'Est, de la Géorgie à l'Ukraine, il a quand même remis du désordre dans une Union européenne en construction, comme aux pires heures de la guerre froide. Et enfin, je n'aime pas trop ce jeu qui consiste à influencer les élections de nos démocraties, comme cela s'est fait aux États-Unis. Vous pensez que Poutine a pesé sur l'élection américaine? Poutine a exprimé des positions sur des choix, des positions, des déclarations pour les uns pour les autres. Oui. Donc moi, je ne pense pas qu'il soit sain pour notre pays de plaider la cause de Poutine ici. Pour autant, Poutine reste un partenaire incontournable dans le cadre d'une résolution de cette situation désastreuse. Mais dans la fermeté, la responsabilité. Ouais, ça veut dire que si on discute avec Vladimir Poutine, moi je n'ai jamais été contre le fait qu'on discute avec Vladimir Poutine, on n'a pas non plus à se soumettre à lui. Au contraire, on doit lui poser les conditions de sa participation à une coalition, c'est-à-dire combattre l'État islamique et non pas conforter le pouvoir de Bachar el-Assad. Vous pensez que François Fillon est dans la soumission à Poutine, qui ne cherche pas à... Je trouve qu'il y a des responsables politiques, et il l'a fait plusieurs fois, qui défendent aveuglément Vladimir Poutine et tout ce qu'il dit. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas être dans une défense aveugle de Vladimir Poutine. Au contraire, il faut être dans une vigilance accrue vis-à-vis d'un homme qui a des prétentions dominatrices, idéologiques, et dont les positions ont perturbé les équilibres européens et aujourd'hui les équilibres moyen-orientaux. Ramayad, dans ce petit livre, vous expliquez en quelque sorte, donc à l'instant de basculer, vous expliquez pour quelles raisons vous êtes candidate. Vous dites, je suis la candidate du centre, mais est-ce qu'il y aurait une pureté du centre dont vous seriez, vous, la Madone? Non, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'était assez conjoncturel, mais je me situe bien au-delà du centre. C'est-à-dire que le centre politique français, aujourd'hui, est orphelin. Orphelin de leadership, orphelin de projets politiques. Depuis le départ de Jean-Louis Borloo, qui lui-même n'avait pas pu d'ailleurs être candidat à la présidentielle. Vous avez beaucoup pleuré son départ à Borloo. Non, mais je ne pleure plus, vous inquiétez pas. Et je m'en suis largement remise. Mais le centre est devenu un astre mort, où on a vu ces petits dirigeants ne pas être capables d'avoir un candidat et de porter l'idéal d'une famille politique prestigieuse. Je rappelle parce qu'ils négociaient les législatives. De Clémenceau, de Gambetta, de Pierre Mendès France, de Simone Veil. C'est une grande tradition. La splendeur passée du centre, elle est finie, elle est révolue. Ils ne sont pas à la hauteur de cet héritage exceptionnel. Mais en quoi vous seriez un écho dans la population. Moi, je n'en suis plus membre parce que, comme j'ai dénoncé certaines choses, ils m'ont dit faut arrêter de dénoncer ou alors dehors. Bon, ils vous ont exclu. Très bien, j'ai pris ma liberté, pas de problème, je n'étais pas obligée, c'est une forme de légion d'honneur. Et donc aujourd'hui, je me retrouve dans la situation, paradoxalement, où je suis la seule issue de ce centre politique-là qui suis candidate. Et eux se sont dispersés entre des candidats d'un autre parti politique, la droite, qu'on avait quitté en 2012, et dispersés entre plusieurs candidats, sauf celui qui a gagné. Donc la situation est absolument incompréhensible, opaque. Ils se sont perdus dans des petits jeux politiciens dont eux seuls ont le secret. Et résultat, on a un électorat orphelin. Et donc oui, je prétends l'incarner, le représenter. C'est bien mon objectif, mais je voudrais aller au-delà. Parce que l'élection de François Fillon a aussi laissé orphelin deux autres populations dans l'électorat français. D'abord, cette droite moderne qu'avait incarnée
Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire, parce que bon, François Fillon n'est pas non plus, n'incarne pas il a beaucoup d'autres qualités, mais n'incarne pas le renouveau. Et puis, il n'est pas non plus sur les problématiques, les sujets prospectifs comme l'écologie, notamment. Et puis, cette droite Donc vous reprenez populaire... le flambeau de NKM et de Bruno Le Maire. Tout à fait, je le revendique parfaitement, tout comme de cette droite populaire, les électeurs populaires de Nicolas Sarkozy, que je connais bien, puisque c'était en 2007 que nous avons fait route ensemble. Et donc, nous avons là tout un espace d'électeurs, de Français qui sont orphelins. Justement, est-ce qu'il reste un espace? Parce qu'on a un peu l'impression que ce créneau du renouveau et de la modernité, il est plutôt occupé désormais par Emmanuel Macron et qu'il y prend beaucoup de place. Et en tout cas, il donne véritablement de la voix. On l'écoute. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Vous le trouviez un peu inquiétant, vous l'avez dit au lendemain de ce meeting. Vous avez dit il y a un côté biblique. Mais vous, dans votre petit bouquin, vous dites moi j'ai une mission. Donc dans le fond, c'est vous aussi. Ce qui me frappe là, c'est qu'il il a un problème de mue, je crois, qui se sent. Mais... On voit que la voix devrait partir d'ici, elle part de là. Donc il n'arrive pas à poser sa voix. Il y a encore un peu de travail au niveau de la mue. En tout cas, pour le travail de récolter les électeurs du centre, là, le travail est bien avancé. On a vu tous les jeunes de l'UDI qui le soutiennent, même Ségolène Royal lui trouve aujourd'hui du charme. Oui, alors, je suis sur une ligne d'indépendance. Oui, comment on existe par rapport à et je suis portée par un mouvement de plusieurs partis et de mouvements citoyens qui viennent de la droite, de la gauche, du centre, parce qu'on veut se situer au-dessus des partis et créer un nouveau courant politique pour les années qui viennent, c'est-à-dire au-delà de la présidentielle, présenter même des candidats. Et devenir un courant reconnu. Coopérative, comme vous dites. Une coopérative politique, c'est-à-dire on a le droit d'être différents, de venir de tous horizons, mais ce qui nous réunit, c'est qu'on veut effectivement incarner un nouveau courant. Il est vrai que Macron, enfin, je ne sais pas si les Français le connaissent, on ne connaît pas ce jeune homme. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, aucun le jeune homme, il n'a pas 2 ans de plus que vous. Ah non, c'est l'inverse. Non, 2 ans de moins. Il a 1 an de moins que moi. 2 ans. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Il a 1 an de moins que moi. Oui. Et en fait, on ne connaît pas. Il y a 2 ans, aucun d'entre nous n'était capable de citer son nom. Et comment vous expliquez une telle ferveur si vous rencontrez, je ne sais pas, un homme... Vous n'allez pas emménager directement avec lui. Moi, j'invite les Français. Ah, mais vous ne connaissez pas Véronique. Le problème, c'est que les Français sont prêts à emménager avec lui. Vous avez vu la ferveur, 150 000 personnes. Comment vous expliquez ça? 50 000 personnes. Non, vous exagérez. Mais à son dernier meeting, entre 100 et 150. Non, il parlait d'avoir 15 000 personnes dans son meeting. Mais attendez, moi, on ne connaît pas. On fait vite, là. Il faut quand même tâter la marchandise pour savoir ce que ça nous dit. Parce que même Trump, excusez-moi, les Américains le connaissaient. Qu'est-ce que vous appelez par tâter la marchandise? C'est-à-dire savoir ce qu'il y a derrière. Moi, il n'a pas de programme, par exemple. D'autre part... mais il le dit, il a dit qu'il a tout intérêt à pas trop chiffrer. On a bien vu pendant le débat des primaires, franchement... pas de l'ambiguïté. Mais les Français en ont assez soupé des ambiguïtés, des opacités, des jeux pas clairs. Pour moi, il n'incarne pas du tout... alors, il y a des convergences sur le fait qu'il faut renouveler la politique. Sur la modernité, le renouveau, incontestablement. Dans le même créneau. Mais on a des différences. D'abord, j'ai 10 ans de vie politique et il y en a 2. Moi, j'invite les Français à ne pas s'embarquer avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Deuxièmement, il est un envoyé du système. Alors, du système, non pas politique, mais de pire encore, du système financier. C'est une ancienne ministre de Sarkozy qui dit que Macron, il vient du système. Vous ne venez pas du système. Oui, c'est un envoyé, mais du système financier. Moi, je suis d'accord avec ceux qui demandent qu'il publie la liste des donateurs. Moi, je n'en suis pas une envoyée du système. J'en suis une invitée qu'on tolère à peine. Donc, ce n'est pas du tout la même position. Et puis, il incarne, comme dirait Mitterrand, les puissances de l'argent. Moi, je serais plutôt sur le terrain des valeurs. Mais vous dites ça parce qu'il a été banquier. C'est pas un peu une caricature? Seulement parce que les soutiens qui sont
se sont affichés. Comment vous expliquez voilà. qu'une grande partie Ils du disaient- centre sont prêtes à se donner à un banquier inconnu, comme vous le décrivez? Pas mal, l'UDI ni le MoDem, qui est encore plus centristes violent, des gens faciles. ne l'ont pas fait. Mais parce qu'ils étaient orphelins. Parce qu'il faut comprendre que, n'ayant pas de leader, n'ayant pas de candidat à la présidentielle, ils cherchent une voie où s'inscrire. Et surtout, moi, notre grande différence, c'est que dans cette élection, moi, je veux représenter la France périphérique. La France des oubliés de la démocratie. La France d'en haut comme il l'incarne. On va y revenir longuement. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après le flash d'information, toujours avec vous, Ramayad.